Le 21 septembre 2013, les parents adoptifs de la petite Assunta Bastera signalent sa disparition à la police. Les recherches sont immédiatement lancées et on espère la retrouver saine et sauve. Mais le soir même, vers 1h du matin, on découvre son corps, sans vie, sur une petite route de montagne. La pauvre petite a été brutalement étouffée, constituant ainsi l'un des meurtres d'enfants les plus cruels en Espagne. Mais qui donc a pu bien commettre cette affreuse ignominie? Et quelles sont les raisons derrière cet acte immonde qui a secoué l'opinion publique espagnole? Dans l'épisode du jour, je vous invite à plonger avec moi dans les méandres de cette sordide affaire, qui continue encore à défrayer la chronique jusqu'à aujourd'hui. Avertissement important. Certains passages risquent de heurter la sensibilité des auditeurs. Ce contenu est fortement déconseillé aux âmes sensibles et au jeune public. Merci de votre compréhension. Assunta Bastera Porto, de son vrai nom Fang Yong, est née le 30 septembre 2000 à Yangzhou, dans la province du Hunan, en République populaire de Chine. La petite fille n'a que quelques jours lorsqu'elle est placée dans un orphelinat de la ville par ses parents biologiques. Ces derniers, qui vivent dans la misère la plus noire, ont préféré se séparer de leur fille plutôt que de l'élever dans ces conditions précaires. Mais ils sont surtout en colère parce qu'ils voulaient un enfant de sexe masculin. En effet, un garçon représenterait un investissement pour le futur, alors qu'une fille ne leur sert à rien du tout. Avant 2015, en Chine, la politique de l'enfant unique était très stricte et les parents les plus pauvres ne pouvaient se permettre de payer les amendes en cas de non-respect de cette règle. À l'époque, beaucoup de jeunes couples préfèrent donc abandonner leur fille afin de pouvoir donner naissance à un garçon à la place. C'est ainsi que des milliers de petites filles se retrouvent à l'orphelinat, lâchement abandonnées par leurs parents. Leur sort est ainsi scellé dès leur naissance, puisqu'elles sont vouées à une vie de misère et d'indigence, sans oublier le terrible manque d'affection qu'elles vont indubitablement subir durant leur enfance. Celles qui ont le plus de chance, néanmoins, finissent par être adoptées par une famille chinoise aisée, ou même par une famille étrangère. C'est ainsi le cas pour la petite Fang Yong, qui n'a pas encore 9 mois lorsqu'elle est adoptée par un jeune couple originaire d'Espagne. Ses parents adoptifs, Alfonso Bastera Camporo et sa femme, Maria del Rosario Porto Ortega, sont des Espagnols issus de la bourgeoisie de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice. Rosario vient en effet d'une famille galicienne très éminente et très respectée. Sa mère, Maria del Socorro Ortega Romero, est une professeure d'histoire de l'art réputée à l'université, tandis que son père, Francisco Porto Mella, est un grand avocat qui officie également comme consul honoraire de France. Rosario a suivi les pas de son père en étudiant le droit à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle, puis en exerçant comme avocate dans son cabinet. Elle hérite d'ailleurs de son poste de consul en 1997, perpétuant ainsi la lignée. Le père adoptif de la petite Fang, Alfonso, est quant à lui un journaliste. Natif de la ville de Bilbao, il a fait la rencontre de Rosario en 1990 et a eu immédiatement le coup de foudre. Il se marie 6 ans plus tard et emménage dans un immense appartement offert par les parents de Rosario. Le jeune couple est heureux et vit dans l'opulence, mais leur bonheur est pourtant incomplet. Car après 6 ans de vie en couple, ils n'ont toujours pas d'enfants. Ce n'est pas par manque de volonté, mais il s'avère que Rosario est atteinte de lupus érythémateux, une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire devient hyperactif et attaque les tissus sains. Les médecins ont donc recommandé à Rosario de ne pas avoir d'enfants, car une grossesse entraînerait des risques pour sa santé, pouvant même mettre sa vie en danger. Ainsi, comme elle ne peut pas tomber enceinte au risque de mourir, l'option de l'adoption est finalement retenue, car le couple désire ardemment pouvoir élever un enfant. D'autant plus que les parents de la jeune femme aimeraient bien avoir un petit-fils ou une petite-fille. C'est leur rêve depuis qu'ils sont à la retraite. Ils veulent eux aussi savourer le plaisir de devenir grands-parents et pouvoir choyer leurs petits-enfants comme la plupart des papis et des mamies à travers le monde. C'est donc ainsi que va naître le désir d'adopter un enfant chez le jeune couple. Ils commencent alors à faire les démarches d'adoption en Espagne, mais très vite, ils se rendent compte que les procédures sont extrêmement longues et fastidieuses. Rosario et Alfonso perdent presque espoir, pensant ainsi qu'ils ne réussiront jamais à adopter un enfant. Mais en 2001, Alfonso tombe sur un article de presse concernant la Chine et ses millions d'orphelins et d'enfants abandonnés. Il fait de rapides recherches et finit par comprendre que l'adoption de jeunes enfants est facilitée par le gouvernement chinois, surtout pour des parents de nationalité étrangère. Il suffit en effet de s'acquitter d'une petite somme, et le tour est joué. Pas de paperasse inutile, pas de démarche ennuyeuse, bref, c'est un bon plan pour des gens comme eux. Il en parle le soir même à Rosario, à qui cette idée ne déplaît guère. Le jeune couple finit par se mettre d'accord pour tenter cette aventure, et quelques semaines plus tard, ils s'envolent tous les deux en direction de la République populaire de Chine.
Rosario et Alfonso se rendent alors directement à l'Institut de protection sociale de Guiyang, où ils ont déjà un contact avec l'une des travailleuses sociales du centre. À leur arrivée, ils sont immédiatement pris en charge et signent très rapidement toutes les formalités, s'acquittant au passage d'une petite somme estimée à quelques 3000 €. C'est en fait le prix à payer pour pouvoir adopter un enfant, ce qui revient finalement à dire qu'ils achètent un bébé. Une ignominie en soi. Mais le jeune couple n'est pas très regardant quant aux questions d'éthique ou de morale, car tout ce qui les intéresse sur le moment, c'est de réaliser leur rêve de pouvoir former une véritable famille. Ils sont, certes, très choqués de voir les conditions quasi inhumaines dans lesquelles vivent ces pauvres bébés, mais ils font semblant de ne rien voir. Tout ce qu'ils désirent, c'est de choisir un enfant et de déguerpir de ce trou à rats le plus vite possible. Leur choix se porte alors sur la petite Fang Yong, une adorable petite frimousse qui n'a même pas encore 9 mois. Le petit bout de chou est très mignonne, avec ses yeux plissés et ses joues rouges, et elle leur plaît immédiatement. Mais ce qui fait craquer encore plus le jeune couple, c'est que la petite fille leur sourit presque instinctivement, et cesse immédiatement de pleurer lorsque Rosario la tient dans ses bras. Les futurs parents ne peuvent pas résister à une si charmante créature, et, pensant qu'ils ont enfin trouvé leur bonheur, ils adoptent alors officiellement la petite chinoise. Rosario et Alfonso sont aux anges durant tout le trajet en avion. C'est la toute première fois de leur vie qu'ils tiennent un enfant dans leurs bras, leur enfant, et c'est vraiment une sensation qui leur plaît énormément. Ils ont déjà choisi un prénom pour leur petite fille. Elle s'appellera désormais Assunta, un prénom typiquement galicien. Mais Rosario désire lui laisser également son nom chinois, afin de ne pas couper la petite fille de ses origines chinoises. Elle s'appellera donc Assunta Yangfang Bastera Porto, et c'est le nom qui va désormais figurer sur son état civil. À leur arrivée en Galice, c'est l'effervescence qui les attend. Assunta est, en effet, la toute première enfant chinoise à être adoptée dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, et l'une des premières de toute la Galice. Autant dire que l'événement est de taille dans cette petite ville d'à peine 80 000 habitants. La presse est d'ailleurs présente en masse pour la circonstance, ce qui ne semble guère déranger les jeunes parents adoptifs. Ils sont tellement heureux qu'ils se laissent interviewer par les journalistes en affichant un grand sourire. Mais il y a pourtant un autre couple dont la joie est encore plus grande, en l'occurrence, les parents de Rosario. Ces derniers éprouvent en effet une joie inestimable en serrant la petite Assunta dans leurs bras, eux qui croyaient ne jamais avoir la chance de ressentir cet amour. Rosario et son époux doivent même parfois insister pour reprendre leur fille, car ses grands-parents l'aiment tellement qu'ils veulent la garder indéfiniment chez eux à la maison, afin de s'occuper d'elle et de la choyer. La petite Assunta grandit donc au sein d'une famille aimante et attentionnée, qui la gâte et lui offre tout l'amour qu'on puisse offrir à quelqu'un. La jeune fille est envoyée dans une des écoles les plus prestigieuses de Galice, et très vite, ses professeurs décèlent en elle une incroyable intelligence. Elle est tellement douée qu'on lui fait sauter une classe, car le corps enseignant estime que son niveau est bien supérieur à celui des autres élèves. Assunta pratique également du violon et du piano, et il s'avère là aussi que c'est une véritable virtuose. On répète à sa mère qu'au train où vont les choses, sa fille va certainement devenir une grande violoniste doublée d'une pianiste de génie. Néanmoins, ce n'est toujours pas assez pour Rosario, qui souhaite que sa fille adoptive puisse devenir la meilleure dans tout ce qu'elle entreprend. Elle l'inscrit ainsi à des cours de ballet et veille personnellement à ce qu'elle devienne une danseuse hors pair. La petite Assunta n'a ainsi même pas 9 ans et son emploi du temps est aussi chargé que celui d'un directeur d'usine. Pourtant, cela ne la gêne pas vraiment, car Assunta sait que ça fait plaisir à sa maman. C'est pourquoi elle fait de son mieux pour être toujours à son plus haut niveau. Et puis, elle sait aussi que ses grands-parents adorés sont tellement fiers d'elle, surtout lorsqu'elle leur joue un petit air de violon ou de piano les soirs où elle dort chez eux à la maison. Assunta Bastera est ainsi la petite fille modèle que tout le monde aime, y compris à l'école. Ses professeurs et ses camarades de classe l'adorent, car non seulement c'est une enfant surdouée, mais elle est également extrêmement douce et gentille. C'est le genre de fille empathique et attentionnée, qui cherche toujours à venir en aide à ses amis et qui trouve toujours les bons mots pour leur faire plaisir. On ne la voit jamais sans un large sourire sur son joli petit visage, un sourire angélique qui témoigne de son innocence et de ses bonnes intentions. La petite Assunta a donc tout pour être heureuse. Mais le 12 décembre 2011, sa grand-mère bien-aimée finit par s'éteindre subitement, foudroyée chez elle à la maison par une crise cardiaque qui l'a terrassée sans le moindre petit signe précurseur. Cette tragédie secoue la famille tout entière, à commencer par le grand-père d'Assunta, qui n'arrive absolument pas à gérer sa peine et le choc du départ de sa femme. En effet, après plusieurs décennies de vie commune avec sa tendre épouse, sa perte est pour lui comme un cataclysme. Il ne parle plus à personne,
Même à Assunta, qui l'adore pourtant, et il ne veut plus se nourrir, de sorte que l'on doit littéralement le forcer à manger et à boire pour le maintenir en vie. Le vieil homme n'a plus goût en rien, même plusieurs semaines après la mort de sa femme. À mesure que les jours passent, il se replie sur lui-même, n'attendant plus rien de la vie, à part peut-être la mort elle-même. Et celle-ci ne va pas tarder à arriver d'ailleurs, puisque le 26 juillet 2012, soit pratiquement 7 mois après sa femme, c'est à son tour de décéder. Sa mort, tout aussi subite et inattendue que celle de son épouse, vient confirmer en quelque sorte cette théorie qui dit qu'un couple qui a vécu ensemble pendant de longues années ne peut pas survivre l'un sans l'autre. 2012 était supposé être la fin du monde selon le calendrier Maya, et un grand nombre de personnes croyaient dur comme fer que l'apocalypse surviendrait cette année-là. Mais là, c'est plutôt le monde d'Assunta qui prend fin, car le décès de ses 2 grands-parents adorés va à jamais sonner le glas de son bonheur. Sa mère adoptive est, quant à elle, totalement dévastée par la perte de ses parents. Elle finit rapidement par tomber dans une grave dépression, ce qui ne fait qu'exacerber son lupus. Rosario n'est plus la même femme, et Alfonso, comme Assunta, le remarque presque aussitôt. Son caractère s'assombrit, et elle se fâche pour un oui ou pour un non. Au travail aussi, on remarque ce changement, mais ses collègues et ses amis comprennent qu'elle est dans une mauvaise passe, et ils se montrent ainsi plutôt tolérants envers elle. Cependant, l'ambiance devient profondément morose dans la grande maison familiale, même si Alfonso et Assunta se montrent très conciliants, tentant par tous les moyens de soulager la peine de Rosario. Mais malgré tout, la jeune femme se montre inconsolable et irascible presque tout le temps, et ce qui va suivre ne va certainement pas arranger la situation à la maison. En effet, le 5 janvier 2013, alors qu'Alfonso est en train d'installer un nouvel antivirus sur l'ordinateur de sa femme, il tombe par hasard sur sa boîte mail, que cette dernière a oublié de fermer. Il n'a certes pas l'habitude de l'espionner ou de lire ses courriers, mais pour une raison quelconque, cette fois-ci, il décide de jeter un coup d'œil sur son courrier électronique. Ce qu'il va y découvrir le laisse complètement stupéfait et sans voix. Devant lui, des dizaines de messages d'amour échangés entre sa femme et un autre homme. Des messages qui ne laissent place à aucun équivoque. Rosario est résolument en train de le tromper. En lisant cette affreuse correspondance, il découvre des détails très explicites, à tel point qu'il en a un haut le cœur. La trahison de Rosario est une pilule très dure à avaler, car jamais Alfonso n'aurait pensé que sa chère et tendre épouse était capable de pareille ignominie. Le choc est si terrible qu'il ne raisonne même plus, toutes ses pensées étant omnibulées par l'infidélité de Rosario. Il n'a plus qu'une envie, c'est de confronter sa femme, lui crier sa rage et sa déception à la figure. Il doit tout de même attendre, car Rosario est absente pour les 3 prochains jours. Elle est en déplacement professionnel dans une autre ville, du moins, c'est ce qu'elle a prétendu. Maintenant qu'il a pris connaissance de la double vie de sa femme, Alfonso doute de tout. Pour lui, il est plus probable qu'elle est en train de passer du bon temps avec son amant, quelque part dans un palace de luxe. Cette seule pensée suffit à le rendre fou, alors il essaye de la joindre par téléphone pour s'assurer qu'elle est bien seule. Mais pas de réponse de sa part, ce qui ne fait qu'augmenter sa colère et sa frustration. Il se répète sans cesse, alors que je suis là à m'occuper de notre fille et de la maison, elle est en train de s'amuser avec cet autre homme, ce minable, cet enfoiré qui veut me piquer ma femme et détruire ma famille. Il faut dire qu'Alfonso n'a pas tort, car au même moment, Rosario est en train de bronzer avec son amant sur une plage idyllique de l'autre côté de la Méditerranée. L'homme avec lequel elle flirte est un riche businessman, et tous deux ont réservé une suite princière dans un hôtel en bord de mer à Agadir, une des villes les plus ensoleillées et les plus touristiques du Maroc. Comme il ne peut pas la joindre pour le moment, Alfonso décide de continuer la lecture des mails de sa femme, afin d'en savoir un peu plus sur leur relation. Il ravale sa fierté et son dégoût, et commence donc à éplucher tout son courrier, et ce qu'il apprend le rend encore plus enragé. Alfonso découvre en effet que cela fait déjà plusieurs mois que sa femme le trompe avec cet autre homme, et que leur relation est loin d'être platonique. En effet, les amants couchent ensemble et sont apparemment fous amoureux. Il découvre également que cet homme est marié, qu'il a des enfants, et qu'il n'est pas prêt de quitter sa famille. Alfonso comprend aussi que sa femme est au courant de sa situation familiale, et qu'il ne va donc pas tout plaquer pour s'enfuir avec elle comme dans les films à l'eau de rose. Alfonso rumine tout ça dans sa tête pendant un très long moment. Il est furieux et veut absolument se venger. La seule chose qui lui vient finalement à l'esprit, c'est que la femme de cet homme ne sait probablement rien de la relation adultère qu'entretient son mari. C'est un bon point pour lui, car c'est par là qu'il tient sa revanche. Il commence alors par chercher les coordonnées de cette femme, puis la contacte. « Allô ? Bonjour madame.
Je suis navré de vous déranger à une heure aussi tardive, mais j'ai de très mauvaises nouvelles concernant votre mari. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'il a eu un accident? Non, rassurez-vous, il n'a rien. En fait, il va même très bien. Il est sûrement en train de prendre du bon temps avec ma femme, en ce moment même où nous parlons. La femme marque un temps de silence, puis reprend. Mais de quoi diable parlez-vous? Est-ce que vous êtes un ami de mon époux? Pourquoi vous m'appelez? Non, madame, loin de là. Je vous appelle tout simplement pour vous dire que votre chère et tendre moitié vous trompe avec ma propre femme. Vous imaginez? Donnez-moi votre adresse mail et je vais vous envoyer les conversations horribles que j'ai découvertes cet après-midi. Mais préparez-vous à être grandement choqué, car certains messages sont tout bonnement affreux à lire. Désolé d'être aussi cru avec vous, madame, mais sachez que votre mari est un bel enfoiré qui couche avec les femmes des autres. À votre place, je demanderai vite le divorce. Lorsqu'il raccroche enfin, Alfonso ne peut réprimer un petit sourire de satisfaction, car il sait qu'il vient de frapper là où ça fait le plus mal. Ce petit salaud qui couche avec sa femme va avoir une sacrée belle surprise à son retour. Sa femme doit d'ailleurs être si remontée qu'elle va sûrement finir par le contacter sur le champ, ce qui va certainement raccourcir la durée du voyage et transformer son plaisir en calvaire. 3 jours plus tard, Rosario revient enfin à la maison, affichant un large sourire sur son visage hâlé par le soleil. Mais au lieu d'être accueillie comme à son habitude par un mari aimant et attentionné, elle trouve un Alfonso fulminant de rage, qui lui crie dessus et l'invective à mort. Alors comme ça, t'étais à Barcelone pour voir ton client, c'est ça? Espèce de sale traîné, je sais très bien que t'étais avec ton salaud d'amant, en train de vous prendre du bon temps, tandis que je suis là à me faire farcir des tâches ménagères et à m'occuper de notre fille. As-tu seulement pensé à elle durant ton petit voyage de noces? Petit égoïste de merde, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Rosario tombe des nues. Elle s'aperçoit de façon brutale que son mari est au courant de tout et qu'il n'y a plus rien à cacher. Il a découvert son petit manège et maintenant, elle doit en payer le prix. Elle se doute que son mariage va se terminer, connaissant le caractère bouillant d'Alfonso. En effet, à peine 1 mois plus tard, le divorce est prononcé par consentement mutuel. Rosario est totalement chamboulée, car non seulement elle vient de perdre son mari, mais elle perd également son amant, qui l'abandonne à son triste sort. Sa femme l'a en effet menacé de partir avec ses enfants s'il ne mettait pas immédiatement un terme à ses frivolités, et comme un chien traînant sa queue entre les jambes, il lui a docilement obéi. Rosario doit maintenant gérer la maison toute seule, s'occuper des tâches ménagères et de sa jeune fille, autant de besognes qu'elle n'a pas du tout l'habitude d'accomplir. Sa dépression s'aggrave de jour en jour, de même que son lupus qui la fait horriblement souffrir et qui l'oblige à prendre des médicaments aux effets secondaires désastreux. Alfonso, pour sa part, éprouve beaucoup de mal avec sa nouvelle condition de célibataire. Il a énormément de soucis financiers, car auparavant c'était Rosario qui gérait le portefeuille de la famille et toutes les dépenses de la maison. Il a toujours trouvé cela normal, car elle gagne 10 fois plus que lui, qui ne possède qu'un maigre salaire de journaliste. De plus, Rosario est l'héritière de la fortune de ses parents, et on parle ici d'une somme pour le moins mirobolante. Alfonso n'a donc plus droit à tous les privilèges de sa vie d'avant, et doit maintenant se contenter d'un train de vie plus que modeste, loin du faste et du luxe qu'il menait avec Rosario. En effet, Alfonso loue un petit 2 pièces minable, infesté de cafards, avec des meubles tout rapiécés et miteux. Le seul avantage est qu'il est situé à quelques dizaines de mètres seulement de la maison de son ex-femme, ce qui lui permet d'être le plus près possible de sa fille adoptive. Cette dernière peut donc venir lui rendre visite quasi chaque jour, puisqu'elle n'a qu'un petit pâté de maison à traverser pour se retrouver chez lui. De son côté, la petite Assunta vit très mal la séparation de ses parents adoptifs. Elle a déjà bien du mal à surmonter la perte de ses grands-parents, qu'elle adorait plus que tout. Le divorce de ses parents la laisse encore plus triste et démotivée, surtout que sa mère n'est plus du tout la même personne qu'avant. Rosario est en effet toujours en colère et se met à lui crier dessus, parfois même sans raison. Sa mauvaise humeur n'est en fait qu'un des nombreux symptômes de sa dépression, qui continue de s'aggraver chaque jour un peu plus. Le 26 juin 2013, son état de santé empire tellement qu'elle est hospitalisée en urgence au service de neurologie de l'hôpital clinique de Santiago. Elle souffre d'étourdissement ainsi que d'une instabilité à la marche, et sa paupière droite ne peut même plus s'ouvrir. Rosario est alors bourrée de médicaments et va rester à l'hôpital jusqu'au 1er juillet. Durant les quelques jours que dure son hospitalisation, Alfonso et Assunta restent nuit et jour à son chevet. À son réveil, elle se rend compte que son ex-mari ne l'a pas abandonnée totalement, malgré leur séparation, ce qui l'attendrit un petit peu. Alfonso va plus loin en proposant à Rosario de s'occuper d'elle et de leur fille, exactement comme il le faisait avant le divorce. Mais à condition toutefois que sa femme coupe sa relation avec son amant. C'est une condition facile à réaliser pour elle.
En effet, cela fait déjà plusieurs semaines qu'elle n'a plus revu cet homme, qui n'a pas hésité à l'abandonner aussitôt et qui n'a même pas eu l'obligeance de venir la voir durant son séjour à l'hôpital. Pour Alfonso, c'est une victoire inespérée, car outre le fait de revoir son ex-femme, qu'il aime toujours aussi passionnément, il va à nouveau pouvoir profiter de ses largesses. Fini donc les fins de mois difficiles et la galère, car Rosario est prête à lui verser une petite compensation financière mensuellement. Ainsi, pendant un court moment, la vie semble reprendre son cours initial pour le plus grand bonheur de la petite Assunta. Ses deux parents commencent à s'entendre plutôt bien, et l'humeur de sa mère s'est sensiblement améliorée. Mais ce n'est hélas que le calme qui précède la tempête. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2013, un incident macabre et totalement inexplicable se produit. Aux alentours de 3 heures du matin, un inconnu s'introduit dans la chambre d'Assunta et tente de l'étrangler dans son sommeil. Rosario dormait profondément à ce moment-là, mais les cris de la petite fille qui se débat pour sa vie la réveillent en sursaut. Elle se dirige en courant vers sa chambre et découvre un homme de forte carrure et de petite taille, portant des gants en latex. L'intrus pousse Rosario très violemment contre le mur, avant de prendre la poudre d'escampette. Curieusement, Rosario n'appelle personne à l'aide, et ne pousse pas non plus de cris stridents comme l'aurait fait toute femme à sa place. De plus, sa voisine de palier assure que personne n'a pu entrer dans la maison pour la simple et bonne raison que ses chiens auraient aboyé, ce qu'ils n'ont pas fait. Encore plus étonnant, Rosario ne porte pas plainte, bien que sa fille soit profondément traumatisée par cette attaque nocturne. Le lendemain même, Assunta, encore terrorisée, relate son agression à ses amis. La mère de l'une d'elles prend alors connaissance de l'attaque et finit par appeler Rosario au téléphone, afin d'avoir plus de détails sur cette sordide affaire. Elle lui explique alors qu'elle avait oublié les clés de la maison sur la porte, ce qui a permis à l'intrus de s'introduire à l'intérieur sans faire de bruit. Elle lui dit qu'il y a eu finalement plus peur que de mal, mais cela n'est pas suffisant pour rassurer la jeune maman à l'autre bout du fil. Cette dernière l'exhorte alors à changer toutes les serrures de la maison, et surtout à signaler l'affaire à la police, afin qu'elle puisse mener une enquête. Rosario lui promet qu'elle va le faire, mais ne s'exécute pourtant pas. Quelques jours plus tard, on commence à remarquer un comportement plus qu'étrange chez la jeune fille. Assunta se présente au cours dans un état de somnolence avancée, avec des crises de vertige qui l'empêchent de marcher correctement. Contactée par la directrice de l'école, Rosario explique que c'est à cause d'un antihistaminique qu'Assunta a dû prendre pour son allergie. Ce genre de médicament est en effet connu pour ses effets secondaires de somnolence. Pourtant, lorsqu'elle est interrogée par ses professeurs inquiets de la voir dans un tel état, Assunta leur donne une toute autre version des faits. Selon la fillette, sa mère adoptive lui aurait refilé une sorte de poudre blanche au goût vraiment horrible et qui l'a fait dormir pendant plusieurs heures d'affilée. Tous ces éléments mis ensemble semblent très suspects, mais dans la petite localité de Saint-Jacques-de-Compostelle, personne n'ose remettre en doute la parole de Rosario, qui jouit d'une très bonne réputation. Et puis aussi, avec les vacances d'été, tout le monde a d'autres chats à fouetter, ce qui fait taire les commérages et cet épisode finit par se tasser très rapidement. La petite Assunta est d'ailleurs envoyée loin de ses parents, dans la petite commune de Villanova, où réside sa marraine. Elle passe là-bas une bonne partie de l'été, avant de partir dans la campagne galicienne, en compagnie de sa nourrice, où elle paraît très heureuse et insouciante. Hélas, ce bonheur va être de très courte durée. En effet, le samedi 21 septembre 2013, à 22h17, Rosario appelle la police pour signaler la disparition de sa fille. Les enquêteurs arrivent rapidement sur place, et commencent par interroger la mère éplorée. S'il vous plaît, monsieur l'agent, vous devez retrouver ma fillette. Elle n'a que 12 ans et elle n'a jamais fugué de la maison. Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Je vous en conjure, aidez-moi. Calmez-vous, madame. On va la retrouver, je vous le promets. Mais dites-moi, quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois ? C'était sur les coups de 19h. Je suis sortie avec la voiture pour aller à ma maison de campagne à Théo. Elle était en train de faire ses devoirs, donc je n'ai pas voulu la déranger. Mais lorsque je suis revenue à 21h30, elle avait disparu. J'ai contacté son père car je croyais qu'elle était allée lui rendre visite, mais ce n'était pas le cas. J'ai aussi contacté ses amis, mais personne ne l'a vue. Oh mon Dieu. Où est ma fille ? S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Les enquêteurs réussissent enfin à calmer Rosario, avec l'aide d'Alfonso qui lui a ramené des cachets. Mais ils ne perdent pas de temps dans la maison, car ils savent que c'est un cas de disparition très suspicieux. Plus vite ils vont commencer les recherches, plus ils ont de chances de retrouver la fillette saine et sauve. La police commence par visualiser minutieusement les images de plus d'une trentaine de caméras de surveillance. Ils découvrent bien vite qu'il y a quelque chose qui cloche dans le récit de Rosario. En effet, sur l'une des vidéos, on peut clairement apercevoir Rosario et Assunta en voiture, en route vers la maison de Théo.
Ces images sont prises à 18h20, très exactement, ce qui contredit sa version des faits selon laquelle elle serait sortie seule à 19h. Interrogée sur ce sujet, la jeune femme modifie alors sa déposition initiale. Elle affirme qu'elle a emmené Assunta avec elle, mais qu'elle a dû la ramener à la maison parce qu'elle voulait faire ses devoirs. Rosario déclare qu'ensuite, elle s'est rendue dans un magasin de sport pour acheter des accessoires de ballet pour sa fille, mais qu'elle n'a rien pu acheter car elle avait oublié son sac à main dans la maison à Théo. La jeune femme assure qu'ensuite elle est partie dans une station-service pour faire le plein de gasoil, mais qu'elle ne l'a pas fait puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié sa carte de fidélité. Ce récit complètement décousu met immédiatement la puce à l'oreille aux enquêteurs, car ils ont l'habitude de ce genre de divagation sans queue ni tête de la part des criminels au pied du mur. Ils en sont rendus à penser que Rosario n'est pas étrangère dans la disparition de sa fille adoptive, mais pour l'instant, ils n'ont aucune preuve, ni aucun mobile. Les recherches continuent néanmoins, car on espère encore que la petite fille va être retrouvée saine et sauve. Vers les coups d'1h du matin, alors qu'ils conduisent sur une petite route de montagne, deux jeunes hommes s'aperçoivent qu'un corps humain est allongé par terre, sur le côté. Ils descendent aussitôt pour voir ce que c'est, et découvrent, avec effroi, qu'il s'agit du cadavre d'une petite fille en pyjama. C'est la pauvre petite Assunta Bastera, qui gît au bord de la route. Ses membres sont ligotés avec une petite ficelle orange, semblable à celle qu'on utilise dans les jardins en Galice. L'endroit où a été retrouvé son corps est situé à 5 km à peine de la maison de campagne de Rosario. Les enquêteurs se rendent alors chez cette dernière pour l'informer de la macabre découverte. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, Rosario est en train de dormir, à poing fermé. Comment une mère peut-elle trouver le sommeil alors que sa fille unique est portée disparue? Cette question taraude l'esprit des enquêteurs bien évidemment, mais il y a plus urgent pour le moment. Rosario est en effet prié de les accompagner dans sa maison secondaire, car la police pense que c'est résolument le lieu où le crime a pu être commis. À leur arrivée, Rosario leur ouvre la porte et les enquêteurs commencent à récolter des indices. On lui demande expressément de ne toucher à rien, car elle pourrait compromettre la scène de crime. La jeune femme demande alors à aller aux toilettes, ne se doutant pas qu'un des agents est en train de la suivre. Rosario ne se dirige pas au WC, mais elle monte plutôt à l'étage, où elle se jette immédiatement sur une corbeille à papier située dans une des chambres. À ce moment-là, l'agent qui la suit l'interpelle immédiatement et lui prend la corbeille des mains. Il y découvre ce que Rosario voulait cacher. Des bouts de ficelle orange, exactement semblables à ceux qui ont servi à ligoter sa fille. Pour les enquêteurs, c'est la preuve irréfutable que c'est Rosario qui a tué sa fille. Ils ne connaissent encore pas le mobile, ni les circonstances de cet infanticide, mais ils ont la conviction qu'ils vont pouvoir démêler toute cette affaire lors des séances d'interrogatoire. 2 jours plus tard, le procureur leur signe un mandat d'arrêt et Rosario est aussitôt écroué. Le lendemain même, soit le 25 septembre, c'est au tour de son ex-mari, Alfonso, d'être arrêté. Les 2 parents adoptifs sont accusés d'avoir tué leur fille, et on attend que l'enquête puisse apporter plus d'éléments avant de démarrer leur procès. En juin 2014, les enquêteurs disposent de suffisamment de preuves et de témoins pour pouvoir commencer le procès des 2 prévenus. Mais en raison de la complexité de l'affaire et des retentissements médiatiques, le procès est retardé de plusieurs mois. Ce n'est finalement qu'au début du mois d'octobre 2015 que le procès finit enfin par débuter devant la cour provinciale de la Corogne. Au tribunal, ce sont plus de 84 témoins et 60 témoins experts qui sont appelés à la barre, tandis qu'à l'extérieur, des milliers de personnes sont venues suivre la procédure judiciaire. Le 30 octobre 2015, la sentence tombe enfin. En effet, le jury, désigné par le tribunal de Saint-Jacques-de-Compostelle, déclare à l'unanimité Alfonso Bastera et Rosario Porto coupables du meurtre de leur fille adoptive. Les 2 sont condamnés à 18 ans de réclusion criminelle chacun, une peine pour le moins légère par rapport à l'atrocité de leur crime. L'enquête a pu déterminer que Rosario a asphyxié sa fille jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son ex-mari, lui, a participé au crime dans une moindre mesure, mais sa complicité est avérée, et les magistrats concluent que sans son aide, Assunta serait toujours vivante aujourd'hui. En reconstituant les faits, on comprend finalement que Rosario a administré du lorazépam à sa fille, le soir même de son meurtre. Ce puissant médicament lui avait été prescrit pour traiter son anxiété et sa dépression, et ce sont ces pilules qu'elle avait données à sa fille, plusieurs mois avant son assassinat. L'autopsie de la petite fillette a en effet démontré la présence en très grande quantité de cette substance psychotrope dans son corps. C'est ce qui explique cet épisode de somnolence extrême dont souffrait Assunta lors de ses cours, et qui avait alerté ses professeurs quelque temps auparavant. Et c'est ce qui explique aussi cette soi-disant agression nocturne qu'elle a subie dans sa chambre. Rosario voulait donc passer à l'acte dès le début de l'été, mais elle a finalement décidé de reporter son crime à plus tard. Mais
Ceci n'explique pourtant pas pour quelle raison ce meurtre ignoble a été commis en premier lieu. Les magistrats, tout comme les enquêteurs, ne parviennent pas à comprendre ce qui a pu motiver une mère de famille à tuer son propre enfant. La vérité est pourtant sous leurs yeux depuis le début. En reconstituant les faits et la chronologie exacte, l'enquête fait apparaître la motivation réelle de Rosario et d'Alfonso. Ce couple n'a jamais voulu avoir d'enfant. C'est uniquement pour faire plaisir à ses parents que la jeune femme s'est décidée à adopter Assunta. Ces derniers pressaient sans cesse Rosario pour qu'elle fasse les démarches nécessaires, car ils voulaient tant avoir une petite fille ou un petit garçon. Lorsqu'ils sont morts brutalement, Rosario a réalisé qu'elle ne voulait plus du tout d'Assunta, car elle voulait être libre de faire ce qu'elle voulait. Alfonso, qui a toujours été fou amoureux de son ex-femme, n'a pas objecté lorsque cette dernière a voulu se débarrasser de leur fille. Ils ont ainsi échafaudé un plan pour pouvoir la tuer, prétextant un enlèvement, ce qui explique pourquoi ils l'ont ligotée après l'avoir tuée. Le soir du meurtre, Rosario a administré une dose excessive de lorazépam à sa fille, une dose suffisante pour tuer un cheval. Pour s'assurer qu'elle était bien morte, elle lui a mis un oreiller sur le visage pour l'étouffer. Elle a ensuite emmené son petit corps pour le jeter comme un déchet sur le bord de cette route de montagne, sans le moindre scrupule, ni le moindre regret. Rosario a pourtant élevé cette fille 13 ans durant, et Assunta aimait énormément sa mère et son père. Cela ne les a pourtant pas empêchés de commettre ce terrible infanticide. Alfonso purge sa peine et ne pourra sortir qu'en 2033 s'il survit à son séjour en prison. En effet, la majorité des détenus le détestent pour le rôle qu'il a joué dans le meurtre de sa propre fille. Rosario, elle, a mis fin à ses jours après 5 ans de détention.